Docteur Kenza Saditier, c'est à vous. Alors, bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour la présentation de ce Zoom sur la prise en charge parodontale de la consultation à la maintenance. Et je vous remercie pour votre présence. J'en profite pour remercier également toute l'équipe de Visi pour l'organisation et essentiellement Jocelyn Carlier et Arnaud Nissen pour leur invitation et leur confiance, mais également d'avoir pensé à introduire une thématique parodontale dans leur planning essentiellement axé sur l'implantologie, car ne l'oublions pas, il n'y a pas d'implant sans paro. Alors, je vais rapidement me présenter. Donc, je suis le docteur Saditier, je suis chirurgien dentiste. J'ai un exercice exclusif en parodontologie et en chirurgie orale. Donc, ça fait à peu près 17 ans que j'exerce la paro et la chirurgie si je compte mon internat. Depuis 7 ans, je suis passée en exercice exclusif, d'abord en paro et chirurgie orale. Et de plus en plus, je tends à passer sur la parodontologie totalement exclusive. Donc, j'ai pris le parti d'arrêter tout ce qui était implantologie pour vraiment me consacrer à l'aspect parodontal, puisque c'est une discipline qui est quand même très complète et très riche et qui prend beaucoup de temps. Voilà. Donc, l'objectif de la présentation de ce soir, ce n'est pas de vous faire un cours, mais plutôt de partager avec vous mon point de vue sur l'approche parodontale et pourquoi pas de générer une discussion, puisqu'en fait, souvent, on me demande comment on passe d'un exercice d'omnipratique à un exercice exclusif. Comment introduire une discipline comme la parodontologie qui est souvent côté hors nomenclature dans notre activité sans culpabiliser. Comment être légitime finalement face à un tel exercice. Donc, nous allons suivre un plan qui est assez basique finalement. On va suivre le plan scolaire que vous connaissez tous, à savoir la consultation parodontale, la thérapeutique étiologique, la réévaluation et la chirurgie si besoin. Et enfin, on termine par la maintenance. Et l'idée, c'est d'essayer de sortir de ce plan qui est très scolaire pour partir sur des thématiques un petit peu plus cliniques. Alors, pour commencer, vous savez tous que la maladie parodontale, c'est une maladie inflammatoire d'origine bactérienne et qui est donc liée au biofilm. Pour la petite histoire, le Guinness World Records de 2001 avait classé les maladies parodontales comme étant les plus répandues au sein de l'espèce humaine, c'est peu dire. Et en France, il faut savoir qu'il y a près de 90% des adultes qui sont concernés à un moment ou à un autre dans leur vie par un problème gingival, parodontal. Et 50% des patients de plus de 50 ans présentent une perte d'attache. C'est quand même important, ce qui fait que du coup, selon l'OMS, les maladies parodontales ont été classées comme étant la première cause de perte des dents et carrément au 6e rang des maladies générales. Ce qui en fait que la maladie parodontale est un vrai problème de santé publique et que nous avons donc un vrai rôle à jouer dans la prévention de ces pathologies en tant que chirurgien dentiste. Alors, pour bien amener la suite, j'ai mis un petit rappel de parodontologie. Je vous rassure, on ne va pas faire un cours d'histologie. C'est simplement pour rappeler la petite histoire qu'on peut raconter aux patients lorsqu'on leur explique le développement d'une maladie parodontale. Le parodonte sain est caractérisé par son sulcus ou sillon gingivo-dentaire qui fait à peu près 0,7 mm et son système d'attache composé de l'attache épithéliale et l'attache conjonctive qui constitue une barrière semi-perméable qui nous protège de la contamination bactérienne. Lorsque le sulcus est envahi par la plaque et les bactéries, on va observer une hypertrophie gingivale, l'apparition de saignements on va avoir une atteinte plutôt superficielle. À ce stade, la pathologie est encore réversible et on va parler de gingivite. Si cette invasion du sulcus se poursuit, il va s'en suivre une rupture de l'attache épithéliale d'abord, puis de l'attache conjonctive et aboutir à une destruction osseuse avec la formation d'une poche parodontale. Pour le coup, l'atteinte devient irréversible et on va parler de parodontite. Mais tout le monde ne bascule pas vers la parodontite. La maladie parodontale est une maladie plurifactorielle et c'est souvent sous l'effet de facteurs de risque supplémentaires que certains patients vont basculer plus vite que d'autres, comme par exemple l'exposition au tabac, au diabète ou d'autres pathologies chroniques, mais également l'exposition à certains facteurs locaux
dont nous pouvons être responsables, comme les restaurations pardon, inadaptées. Excusez-moi. Et tout ça, mis bout à bout, va générer un déséquilibre de la flore et de ce que l'on appelle le microbiote, aboutissant à une dysbiose. Alors, le diagnostic de la maladie parodontale va en général être d'abord clinique. Donc, on va solliciter tous nos sens et ça va commencer par l'écoute active du patient, donc tout l'interrogatoire, l'anamnèse, etc. Donc, on va revoir tout ça plus en détail tout à l'heure. Mais également l'observation. On va en général observer un saignement gingival, une hypertrophie. On voit ici un liseré rouge assez lisse. On peut également observer la présence de plaques, de tartres. Et si on procède à une palpation, on peut également observer la présence de mobilité dentaire, d'une tuméfaction gingivale, voire un décollement de la gencive. Et si on ne porte pas notre masque, eh bien, on peut également ressentir une halitose caractéristique des maladies parodontales. Chez certains patients qui ont déjà une maladie parodontale relativement ancienne, on peut également observer l'apparition de migrations secondaires, de récession, la perte du feston gingival, l'apparition de trous noirs. Tout ça sont autant d'éléments qui vont nous orienter dans notre diagnostic. Pour compléter le diagnostic clinique, on peut avoir recours à des examens complémentaires et je pense essentiellement à l'examen radiologique, avec d'abord la radiographie panoramique, qui est un examen de débrouillage, mais souvent suffisant en première intention finalement. Si ça ne suffit pas, on passe à l'examen radiographique rétroalvéolaire ou un bilan long cône, ou alors, de façon plus poussée, pour une recherche plus poussée, on peut avoir recours à un examen 3D de type cone-beam. Alors, la radiographie panoramique, c'est un examen de débrouillage qui va nous permettre déjà de visualiser une alvéolyse horizontale et d'expliquer à notre patient finalement le décalage entre le niveau osseux que l'on observe actuellement et le niveau osseux supposé idéal. Ça va nous permettre d'introduire la notion d'irréversibilité et le pronostic, puisqu'on peut visualiser déjà à peu près ce qui nous reste en termes d'attache, de support osseux, pardon, et d'annoncer la rétraction gingivale qui va s'en suivre. C'est très important d'informer le patient que suite à un traitement parodontal, il va y avoir une rétraction gingivale. On va pouvoir déjà un petit peu visualiser la présence de lésions verticales ou interradiculaires. La perte osseuse, finalement, c'est un élément important pour la communication sur le pronostic et le diagnostic, mais pour ces dernières lésions, nous aurons besoin d'examens plus poussés et alors nous pourrons réaliser des examens rétroalvéolaires, donc soit un bilan long cône, soit des radiographies rétroalvéolaires. Alors moi, le bilan long cône, je ne pratique plus parce que je trouve que ça prend beaucoup de temps à réaliser. Le compte-rendu est quand même assez long et fastidieux, finalement pour un apport qui n'est pas très important. Donc, je fais d'abord une radiographie panoramique qui me donne une vision globale. Et pour les zones qui sont un petit peu plus à risque, je vais plutôt réaliser des rétroalvéolaires localisés. Après, ça n'engage que moi, mais il semble que ce soit une tendance qui s'observe de plus en plus en parodontologie. Et puis parfois, eh bien, je vais réaliser un examen 3D puisque j'ai besoin de savoir combien de parois il me reste dans le cas d'une lésion intra-osseuse. Dernier élément de diagnostic, la classification. Il existe plusieurs classifications qui se sont succédées et en fonction de notre génération, on aura connu l'une ou l'autre. Donc la dernière en date, c'est la classification de Chicago qui date de 2017. Qui a rassemblé les maladies parodontales et les maladies périimplantaires et qui classe les maladies parodontales en fonction de leur grade et de leur stade. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est toujours intéressant de connaître les classifications. Néanmoins, la dernière classification, pour moi, elle est plutôt utile pour la communication avec les confrères dans les comptes rendus ou pour les communications orales ou écrites, mais elle ne va pas beaucoup m'influencer dans mon diagnostic et mon plan de traitement. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et la consultation parodontale, c'est pour moi l'élément le plus important pour le succès du traitement qui nous attend. Alors la consultation parodontale, d'abord, il faut bien la préparer. Et ça commence par le premier contact. Et le premier contact, il peut être téléphonique par l'accueil, donc il faut que notre équipe soit bien briefée.
si vous avez une secrétaire ou une assistante qui s'occupe de cet accueil téléphonique, il faut qu'elle soit un minimum au courant déjà de l'exercice qu'on fait, qu'on pratique, qu'elle ait un minimum de formation et qu'elle soit capable de répondre aux questions des patients. Il faut également que cet accueil téléphonique soit soigné. Moi, j'aime bien dire qu'on doit sentir que l'assistante ou la secrétaire sourit à travers le téléphone pour que le patient se sente bien accueilli. Ce premier contact peut également se faire via un site internet si vous en avez un. Beaucoup de patients aujourd'hui consultent les sites internet pour nous connaître un petit peu, pour avoir une idée. Et je pense qu'il est intéressant de mettre des éléments sur la consultation ou sur notre pratique afin que les patients aient déjà une idée de ce qui les attend, puisqu'ils ont souvent peur du dentiste. Donc, ça permet également de les informer et de les rassurer. Ensuite, on peut envoyer des documents préalables aux patients. Suite à l'épidémie de la Covid, nous avons pris l'habitude d'envoyer des documents par mail à nos patients pour qu'ils remplissent les questionnaires médicaux préalablement. Et finalement, c'est une habitude que nous avons gardée, qui est très bien, puisque ça permet de préparer les dossiers, la venue du patient, et pour eux et pour nous. Alors moi, je travaille avec Logos et je trouve que le questionnaire médical de Logos est très complet. Certains patients le trouvent un petit peu intrusif parfois, mais après tout, ils ne sont pas obligés de répondre à toutes les questions. C'est ce qu'ils font d'ailleurs parfois. Ça me donne quand même déjà une idée vraiment très globale sur le patient que je vais avoir en face. Et d'ailleurs, s'il n'a pas voulu répondre à toutes les questions, ça m'indique également que c'est un patient qui est un petit peu sur la réserve, qui ne va peut-être pas tout me dévoiler tout de suite. Donc, je trouve que c'est quand même un questionnaire très intéressant et très complet. On peut également envoyer des informations sur la consultation. Donc, avant la Covid, j'avais tendance à mettre en place en salle d'attente un petit classeur que les patients pouvaient lire avant la consultation. Ça les faisait patienter si j'étais un petit peu en retard. Et en même temps, ils prenaient connaissance du déroulement de la consultation. Et donc, désormais, je l'envoie par mail. Les patients le lisent un petit peu avant. Peut-être pas tous, hein, mais ceux qui le lisent sont plutôt contents finalement. Et ça prépare leurs questions. Et donc, quand ils viennent à la consultation, on avance beaucoup plus vite parce qu'ils savent déjà de quoi on va parler. Ensuite, une fois que le patient est là, eh bien, il faut bien mener cette consultation. Il faut mettre en place une communication efficace. Donc pour moi, la consultation, déjà, elle doit se passer d'abord au bureau. On n'attaque pas le patient en l'installant directement sur le fauteuil parce que d'abord, il est peut-être phobique, il a peut-être des appréhensions, et puis je pense qu'il est important d'abord de se connaître. Durant cette consultation, il est important de s'assurer de ne pas être dérangé par son équipe. Il n'y a rien de plus désagréable qu'une assistante qui rentre toutes les 2 secondes pour vous demander quelque chose alors que le patient est en train de se confier. Donc, votre équipe doit être au courant de la façon dont vous voulez que cette consultation se déroule. Et pour ma part, je demande que cela se passe dans le calme. Donc, soit mon équipe est avec moi dès le départ et assiste à la consultation, soit elle n'entre qu'en fin de consultation. Durant cette consultation, il est important de cerner la demande du patient. En effet, souvent, les patients qui consultent, par exemple, pour un problème parodontal, en fait, ils ne vont pas vous parler d'un problème parodontal. Ils vont surtout, par exemple, se plaindre d'hypersensibilité dentinaire. Ils vont dire « Ah, j'ai peut-être une dent qui bouge », mais sans plus, ils ne vont pas vraiment évoquer un problème chronique qui serait là de longue date. Le patient, quand il est adressé, il ne sait pas toujours pourquoi il consulte. J'ai un petit affichage qui apparaît, Jocelyn, sur... il y a quelqu'un qui écrit, je pense, et j'ai un affichage sur l'écran. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. Bon, je reprends, mais voilà. Oui, il y a quelqu'un qui fait des dessins sur l'écran, Kenza. C'est bon, je peux continuer? Oui, oui, il n'y a pas de souci. On doit Allez, avoir un enfant dans l'équipe. alors, il est important pendant cette consultation de savoir pourquoi, si le patient sait déjà pourquoi il consulte, puisque parfois les patients, quand ils sont adressés, par exemple, viennent parce que leur praticien les a adressés, mais finalement, eux, ils ne sont pas dérangés, ils ne savent pas trop pourquoi ils sont là, mais ils sont là. Parfois, c'est le patient qui est à l'origine de la démarche, donc je trouve que c'est toujours intéressant de savoir qui est à l'origine de cette consultation.
Et puis évidemment, la symptomatologie, est-ce qu'on est en présence d'un patient qui est plutôt conservateur, qui a envie de sauver ses dents, ou est-ce qu'on est plutôt sur un patient qui a envie d'être tranquille, de pouvoir croquer, d'avoir les dents solides? Parce que tout ça, ça va conditionner un petit peu la suite et les propositions qu'on va pouvoir lui faire. Ensuite, on reprend le questionnaire médical avec le patient, puisqu'on lui a envoyé en amont. Donc maintenant, on va vérifier déjà qu'il a bien rempli, qu'il n'y a pas de bêtises, parce que parfois les patients se trompent, ils ne cochent pas les bonnes cases, et il peut y avoir des erreurs. Donc il est important de le reprendre avec eux, puis ça leur montre qu'on a préparé leur venue, qu'on a travaillé un petit peu leur dossier. Et grâce à ce questionnaire médical, eh bien, on va mettre en évidence les facteurs de risque. Une fois qu'on a terminé cette partie d'interrogatoire, on va procéder à l'examen clinique. Donc, on va inviter le patient à s'installer sur le fauteuil. Et cet examen clinique va commencer par l'examen, bien sûr, exobuccal. On va regarder déjà un petit peu le physique du patient. Est-ce qu'il a des bonnes grosses joues? Est-ce qu'il a des masséters hypertrophiés? Est-ce qu'il a un profil de bruxomane? Est-ce qu'il a une incompétence labiale, une respiration buccale? Tout ça, ce sont des éléments importants parce qu'un bruxomane, forcément, il va générer des traumas occlusaux. Le respirateur buccal, il va avoir de l'inflammation. Donc, ce sont des éléments qui peuvent nous guider dans notre diagnostic. Et puis ensuite, on procède à l'examen endobuccal. Donc, on va rechercher les signes cliniques que nous avons évoqués tout à l'heure. Alors, moi, je fais un sondage rapide lors de la consultation. Je ne vais pas sonder toute la bouche, mais je vais essayer d'identifier déjà s'il y a des poches profondes ou pas. Et je vais regarder, en général, essentiellement, les mobilités. Bien sûr, l'aspect général en premier. Et je conseille pendant cet examen endobuccal d'en profiter pour prendre des photos pour la suite, parce qu'il est toujours intéressant de suivre l'évolution. Et puis, c'est un outil de communication très intéressant pour montrer au patient d'où il part et quel est exactement son problème. Ensuite, on peut avoir recours du coup aux examens complémentaires, comme on l'a dit tout à l'heure. Et le premier examen, eh bien, ce sera l'imagerie. Donc moi, j'aime bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, commencer par une radiographie panoramique. Je dessine au patient son niveau osseux actuel. Je lui explique où il aurait dû se trouver à peu près. Et je lui explique ce qu'il a perdu. Et surtout, je le rassure en lui montrant ce qui reste. Alors après, on peut avoir recours à d'autres examens, comme le microscope à contraste de phase pour montrer les bactéries qu'on a prélevées. On peut faire des prélèvements bactériens et les envoyer en laboratoire pour analyse ou utiliser des sondes ADN. Bon, moi, je ne pratique pas trop ce genre d'examen, mais ils sont tout à fait possibles et certains confrères les utilisent régulièrement. Alors, une fois que j'ai terminé mon examen, eh bien, je vais réinstaller le patient au bureau et cette fois, je vais lui faire part des observations en vue de poser un pré-diagnostic. Donc, il faut expliquer au patient ce qu'on a vu. Donc, je vais lui expliquer surtout comment se développe sa maladie parodontale. Il est très important qu'il comprenne pour qu'il puisse appliquer. Un patient qui n'a pas compris, il ne fera pas parce qu'il ne voit pas l'intérêt. Donc, il faut qu'il comprenne comment il peut en arriver à développer une maladie parodontale. Et pour ça, on peut utiliser des images, des modèles. Alors, moi, j'utilise mes petits jouets. Donc, j'ai des petits modèles sur lesquels je leur montre le parodonte sain et puis je leur raconte une petite histoire pour l'expliquer en gros de façon synthétique qu'il y a des petites bêtes qui passent sous la gencive et qui vont grignoter l'os et qu'on va avoir la formation d'une poche parodontale. Et puis, je leur explique également la différence entre le tartre sérique et le tartre qu'ils voient habituellement. Voilà. Et je vais reprendre également certains éléments que j'ai pu leur montrer au moment de l'examen clinique, par exemple de la plaque, etc., ou l'aspect de la gencive pour qu'ils comprennent ce qu'il en est. Donc, j'explique également aux patients l'impact des éventuels facteurs de risque. S'il est fumeur, il ne faut pas hésiter à le sensibiliser à l'arrêt du tabac. S'il a une pathologie chronique, il faut expliquer le lien, le conseiller de reconsulter son praticien, etc. Ensuite, il faut lui donner des devoirs. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation thérapeutique du patient. C'est un terme qu'on utilise beaucoup pour les pathologies chroniques, notamment pour les patients diabétiques. Et dans notre cas, eh bien, ça s'applique complètement. Et ça commence par l'apprentissage du brossage. On va expliquer au patient qu'il a un problème de technique de brossage qui n'est pas assez efficace. On ne culpabilise pas le patient, on ne lui dit pas qu'il ne sait pas faire. On va juste lui expliquer qu'il y a un petit quelque chose à améliorer. Pour ça, on peut se servir de révélateurs de plaques, caméra intraorale pour leur montrer.
On peut mettre en évidence des dépôts dans la zone marginale ou montrer la différence de coloration. Peu importe, l'essentiel, c'est de lui montrer qu'il y a un petit souci d'efficacité et qu'il peut l'améliorer pour se sentir mieux. Et ça commence par le brossage. Alors, les patients demandent souvent quel modèle de brosse à dents. Alors oui, quel modèle de brosse à dents? Est-ce qu'on prend une brosse à dents électrique? Est-ce qu'on prend une brosse à dents manuelle? Je dirais que ça n'a pas grande importance. Les études montrent une légère supériorité de la brosse à dents électrique, mais néanmoins, si le patient utilise bien ces outils, peu importe que ce soit en électrique ou en manuel, ce qui compte, c'est qu'il sache l'employer correctement. Et c'est ce qu'on va revoir avec lui. Il ne faut pas hésiter à lui expliquer que la brosse doit être souple, avec une petite tête. Bon, j'aime bien leur dire que la petite tête, bah, c'est parce que quand on prend, c'est comme un pinceau, si on prend quelque chose de petit, bah, on est beaucoup plus précis. Donc, si la brosse est grosse, bah, ils ne vont pas réussir à passer partout. Et puis parfois, on peut avoir recours à des petites brosses complémentaires, comme par exemple la brosse monotouffe. Pour les patients qui n'ont pas de profondeur de vestibule, c'est un vrai complément qui leur permet de faire la différence. Et donc moi, je préfère la version monotouffe de Curaprox, qui s'appelle la Single, qui a des poils quand même assez denses et qui vraiment permet de frotter. On peut également conseiller des brosses à dents angulées. Donc là, c'est un modèle de TP qui permet d'aller en lingual parce que c'est une zone souvent qui est difficile à brosser. Beaucoup de patients n'arrivent pas à se positionner correctement. Donc pourquoi ne pas les aider avec des accessoires complémentaires? Mais tout ça, c'est juste du complément. Alors, quelle durée pour le brossage et à quelle fréquence? Pour moi, la durée, c'est le temps de faire le tour de toutes les dents. Donc, j'aime bien leur dire qu'il faut choisir un sens déjà, il faut aller soit de droite à gauche ou de gauche à droite pour ne pas oublier de secteur. Il faut faire l'aller-retour en haut, en bas. Et puis, il faut avoir le temps de passer les brossettes, les accessoires qu'on va voir par la suite. Alors, la fréquence, 3 fois par jour, ça me paraît beaucoup. Ça serait l'idéal, évidemment, mais les 3/4 des patients ne peuvent pas ou disent ne pas pouvoir se brosser, notamment à midi. Ce qui est important, c'est surtout de ne pas oublier le soir. Vous seriez surpris du nombre de patients qui ne brossent que le matin. Parfois même, il y en a qui brossent tous les 2 jours. Donc, déjà, pour moi, s'ils arrivent à systématiser le soir, c'est très bien. Ils ont déjà compris une bonne partie. Alors, quelle technique? Alors, au niveau de la technique, je pars sur une description d'abord manuelle. Donc, au niveau de la technique de brossage idéale, la littérature met en évidence une supériorité de la technique de basse modifiée. Alors, moi, personnellement, je trouve que certains patients ont quand même du mal à l'appliquer. Donc, j'ai tendance à les faire passer en deux fois. Donc, dans un premier temps, je leur dis de passer la brosse à dents comme un balai, donc la technique du rouleau. Je leur explique quand on balaye que du coup, il faut passer plusieurs fois, qu'on ne passe pas qu'un seul coup de balai, parce que sinon, on n'est pas efficace, que comme le balai, va falloir quand même appuyer un minimum, d'où l'intérêt d'avoir une brosse à dents souple, et qu'il faut répéter son geste un certain nombre de fois. Et donc, il faut un premier tour en balayant à l'extérieur, à l'intérieur. Et puis, on sait très bien quand on balaye, on n'est pas toujours efficace. Parfois, il faut aller frotter derrière, on a besoin de la serpillière. Et du coup, je leur fais passer un deuxième tour avec la basse modifiée. Je leur explique qu'il faut faire des petits ronds et faire vibrer un petit peu la brosse. Et puis, ceux qui maîtrisent finalement la basse modifiée, ils resteront dessus et on enlève le rouleau. Mais s'ils ont encore des difficultés, je leur mets quand même les deux. Ça oblige à passer 2 fois. En général, ils suivent plutôt bien, mais il faut quand même rappeler régulièrement. Pour ce qui est des brosses électriques, il faut montrer en fonction du modèle qu'ils ont l'application du brossage parce que les 3/4 des patients qui ont notamment des rotatives ne savent pas les utiliser et ils sont convaincus de bien faire et au final, ils ne brossent pas du tout la gencive marginale. Qu'en est-il du brossage interdentaire? Alors, la brossette interdentaire, c'est la meilleure copine. Je leur dis toujours que c'est leur nouvelle meilleure copine et que du coup, c'est l'accessoire indispensable s'ils veulent avoir un résultat. Alors, il faut bien demander quel type de brossette ils utilisent, pour ceux qui en parlent.
parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent en fait des soft picks, hein, ce sont des cure-dents et non des brossettes. Et donc, même certains confrères parfois parlent de brossettes pour décrire les soft picks. Donc, il est important d'avoir le même langage. Donc, moi, j'aime bien leur montrer et je leur demande c'est laquelle la brossette. Une fois qu'ils ont identifié, il faut les conseiller, il faut calibrer. Aujourd'hui, il existe des petites sondes qui nous permettent de mesurer à peu près l'espace interdentaire et d'avoir une idée plus précise du diamètre de la brossette que l'on va conseiller à nos patients. Donc ça, c'est des modèles de chez Curaprox. Donc vous voyez la petite sonde qui va avec. On a une version aussi plus simplifiée chez Inava. Donc il ne faut pas hésiter à se servir de ces petites sondes et puis de les laisser aux patients par la suite pour qu'ils puissent s'y retrouver facilement. Alors, le fil dentaire. On me demande souvent si le fil dentaire est utile. Oui, parce que le fil dentaire va agir au niveau du point de contact et donc on n'aura pas la même action et il ne remplace pas la brossette. Pour moi, c'est un complément. Donc, je leur dis de passer le fil souvent avant, comme ça ils descendent un petit peu tout ce qui est coincé et de compléter avec la brossette. Les petits fils arqués, je ne les conseille pas. Après, c'est personnel, mais pour moi, ils ne permettent pas le mouvement de passage du fil adéquat. Et qu'en est-il du jet dentaire? Beaucoup de patients utilisent le jet dentaire à la place des brossettes. Au niveau de la littérature, il n'y a pas vraiment de preuve de grande efficacité du jet dentaire. Néanmoins, au niveau de l'expérience clinique, moi, j'ai observé que les patients qui passaient le jet avaient quand même un meilleur résultat au niveau du contrôle de plaque. Mais bien sûr, c'est en complément des brossettes. Donc, je le conseille plutôt pour les personnes qui ont du mal à passer, notamment à l'arrière, par exemple. C'est toujours mieux que ne pas passer la brossette, mais j'insiste toujours sur le fait que le jet dentaire est un complément et non un substitut de la brossette. Après, on peut leur faire des conseils complémentaires. Alors, le gratte-langue, bon, pourquoi pas. Si on a une langue qui va bien, on ne va pas aller l'embêter, on ne va pas déséquilibrer la flore à ce niveau-là. Ce n'est pas forcément nécessaire. Par contre, si on a un patient qui a une langue chargée, c'est très intéressant quand même de lui expliquer qu'il peut brosser sa langue. Il faut expliquer aux patients l'utilisation des bains de bouche. Beaucoup de patients utilisent les bains de bouche au quotidien ou de façon très aléatoire. Donc, il faut leur expliquer que c'est un médicament quand même, que l'antiseptique, ce n'est pas automatique, qu'ils peuvent déséquilibrer leur flore et qu'en l'occurrence, c'est souvent sur prescription ou alors il faut respecter une certaine durée et on arrête. Pas de bain de bouche au quotidien. On peut conseiller des compléments alimentaires ou des probiotiques, des postbiotiques. Alors, moi, je conseille souvent la gamme Dentalbium. C'est une gamme de postbiotiques qui existe sous forme de dentifrice, de gel qu'on peut appliquer au fauteuil et de comprimés. Le périobalance de gum aussi donne des résultats sympathiques, notamment pour les patients qui ont des parodontites réfractaires. Donc, c'est toujours un petit plus que l'on peut conseiller pour nous aider. On peut conseiller de la vitamine D ou donner des conseils alimentaires également, puisque c'est très important, notamment pour les patients, par exemple, qui ont les dents mobiles, qui ont du mal à s'alimenter correctement. Donc, il ne faut pas hésiter à les aiguiller un petit peu pour améliorer leur santé parodontale. En résumé, la participation efficace du patient, c'est 80 à 90% du travail. Il faut qu'il comprenne qu'il est acteur de sa santé parodontale. Une fois qu'on lui a tout expliqué, on va pouvoir lui apporter notre solution. Et notre solution, c'est notre plan de traitement. Donc, on lui explique notre protocole de prise en charge de façon détaillée, mais concise. Ce n'est pas la peine de rentrer dans des explications médicales avec des termes scientifiques compliqués. Le patient, il faut qu'il comprenne. Donc, il faut lui parler la même langue. Donc, on s'adapte. Ce qu'on veut, c'est juste que le message passe. Ensuite, on peut proposer du coup un devis clair et précis et on insiste sur le caractère chronique de sa pathologie. Les patients demandent souvent combien de temps va durer l'effet du traitement. Il n'a pas de durée, mon traitement, en fait. Ça va dépendre de l'entretien qu'il va y avoir derrière, ça va dépendre du patient, ça va dépendre de son état général. C'est une maladie et c'est une maladie chronique et le patient doit le comprendre et donc il faut qu'il fasse un suivi s'il veut un résultat. Et
puis, à la fin de la consultation, eh bien, on peut remettre un dossier récapitulatif au patient. Donc, moi, je donne toujours un petit dossier sur lequel il y a un récapitulatif sur la façon dont se développe une maladie parodontale, une fiche avec les conseils de brossage sur le choix de la brosse à dents, des brossettes, des explications sur les différents types de dentifrice en fonction de l'indication, hypersensibilité dentinaire, saignement, déséquilibre de la flore, etc., pour qu'ils sachent un petit peu quoi prendre. Et puis, je leur mets une fiche sur le déroulement de mon traitement avec tout le détail et surtout, je leur laisse mes coordonnées. Je suis très accessible. Ils peuvent m'envoyer un mail s'ils veulent un complément d'information. C'est un dossier que j'ai créé à partir des questions que j'avais à l'issue de mes différentes consultations au fil des années. Et je ne suis plus autant dérangée maintenant, puisque les patients maintenant ont toutes les réponses et finalement, ils peuvent prendre leurs décisions tout seuls. Alors c'est bon, maintenant on a fait la consultation, le patient a bien compris et il est prêt à passer à l'étape suivante. J'espère que vous aussi. L'étape suivante, ça va être la thérapeutique étiologique. La thérapeutique étiologique, c'est une approche non chirurgicale qui va viser à éliminer l'étiologie de la pathologie. On va chercher à éliminer durablement le biofilm, à agir sur les facteurs de risque. Il faut savoir que cette thérapeutique, ça va être la même quel que soit le stade du patient. On commence toujours de la même manière et que son succès va dépendre du patient, bien sûr, mais également de la qualité de notre intervention, puisqu'il faut qu'on soit patient et minutieux et surtout très rigoureux. La paro, ça demande beaucoup de patience. Alors, comment éliminer durablement le biofilm? Alors, moi, ma thérapeutique initiale, elle commence par un bilan parodontal complet. Durant ce bilan, eh bien, je vais recueillir les impressions du patient. Est-ce que, suite à l'application des consignes de la première consultation, il se sent mieux? Est-ce qu'il a observé déjà une première amélioration? Il saigne moins? Il a moins de douleur? Ou est-ce qu'au contraire, il trouve que c'est fastidieux, c'est difficile, je bourre un peu le crâne avec des techniques compliquées? Voilà, j'essaie de comprendre un petit peu si déjà il est sur la bonne voie ou s'il a besoin encore d'un petit peu d'aide. Ensuite, je contrôle l'application des consignes de la première consultation. Donc, je vais regarder s'il a réussi à brosser correctement en appréciant son hygiène bucco-dentaire. Donc là, par exemple, on a le cas d'une patiente qui, donc ça c'est une image de réévaluation, mais c'est pas grave, qui se présente comme ça avec de la plaque. Et donc, évidemment, ce n'est pas satisfaisant. Donc, je lui demande de me montrer comment elle brosse pour voir si elle a vraiment compris. Donc, je lui donne la brosse et je la laisse faire. Et puis, à la fin, je lui mets le révélateur de plaque. Et finalement, on se rend compte qu'elle a quasiment rien brossé. On se retrouve toujours avec la même quantité de plaques. Du coup, ça lui permet de comprendre vraiment quelles sont les zones où elle a des difficultés, comment il faut appuyer, et on peut corriger le brossage. Je ne passe pas à la suite tant que cette partie n'est pas comprise. C'est très important parce que c'est ce qui va conditionner le succès de mon traitement. Ensuite, je fais un sondage. Le sondage, il peut être complet ou sectoriel. Personnellement, je fais un sondage complet parce que ça va me permettre de suivre l'évolution. Je sais bien que mon sondage peut être biaisé par endroits parce qu'il y a trop de tartre en sous-gingival. C'est pas grave, ça me permet quand même de savoir à peu près où j'en suis. C'est un outil de communication avec le patient. Donc moi, je le fais un petit peu à la façon scolaire. Donc je mets des petites couleurs en fonction de la profondeur de poche. Et du coup, quand le patient est dans le orange, le rouge ou le noir, je lui dis qu'il a le feu rouge. Hein. Et puis, s'il passe au vert, il aura le feu vert. Donc voilà, ça me permet un petit peu de mieux expliquer au patient. Le sondage, il peut se faire de façon traditionnelle, manuelle, ou alors on peut utiliser des logiciels comme le Périorisk. Après, c'est chacun comme il veut. Moi, je suis encore un petit peu manuelle. Alors, ensuite, on passe au débridement. Alors, moi, mon protocole, c'est toujours le même. Donc, je fais un traitement en full mouth, idéalement. Je ne fais pas en 4 cadrans, je le fais en une seule fois. Je trouve que d'abord pour le patient, c'est plus pratique. On termine, on assainit toute la bouche, on ne laisse pas des bactéries qui traînent à droite, à gauche, qui risquent de contaminer les poches traitées. Et puis aujourd'hui, on vit dans une société où les gens ont peu de temps, donc on va éviter de multiplier les rendez-vous. Je travaille toujours avec des aides optiques, idéalement.
Le recours aux aides optiques a réellement changé mon traitement. Je ne fais plus du tout le même travail. C'est vraiment quelque chose qui me paraît indispensable pour faire un bon assainissement, un bon débridement parodontal. Donc au départ, je travaillais avec des aides optiques avec un grossissement à 3,5 et puis je suis passée à 5. Et du coup, de temps en temps, quand je repasse en 3,5, j'ai l'impression que ça n'est pas suffisant. Donc voilà, il faut commencer de façon progressive, mais je pense que si on veut faire un bon assainissement, il faut introduire les aides optiques. Les 3/4 du temps, je travaille sans anesthésie. Souvent, mes confrères, mes correspondants disent aux patients qui vont être anesthésiés, aujourd'hui, nous avons des outils qui nous permettent de travailler de façon non douloureuse. Et donc, les 3/4 du temps, on peut travailler sans anesthésie finalement. Et si vraiment il y a une zone qui nécessite qu'on le fasse, eh bien, on y a recours. Moi, mon anesthésie est toujours à côté, elle est prête. Si j'ai un patient qui vraiment est très sensible ou qui ne veut pas, je peux toujours la faire. Mais de plus en plus, je travaille sans. La durée du traitement, elle va être environ d'1h30, 2 heures. Je ne dépasse pas 2 heures parce que ça commence à faire long pour le patient et pour moi aussi parce que c'est fatigant. C'est une position qui n'est pas forcément toujours la plus facile. Donc, si je vois que je déborde, eh bien, je prévois une séance supplémentaire. Mon débridement, il commence par l'élimination de la plaque superficielle, ce que j'appelle le déplaquage. Donc, moi, je passe l'airflow en premier parce que je veux voir. Donc, j'enlève la plaque, j'enlève les colorations. Bien sûr, il faut faire attention lorsqu'on a un patient qui a une très forte inflammation au risque de bactériémie. Donc, on peut rester quand même assez superficiel. On n'est pas obligé de passer en sous-gingival. On peut rester sur la partie dentaire déjà pour avoir une meilleure visibilité, une meilleure accessibilité. Et puis, le recours à l'airflow aussi permet parfois de soulever un petit peu la gencive et d'avoir une meilleure visibilité de ce qui se passe dessous. Ensuite, je passe à la partie détartrage. Donc, bien sûr, d'abord un détartrage supragingival et puis un débridement sous-gingival progressif. Alors, pour ça, il faut comprendre son instrumentation pour bien la choisir. Il faut savoir qu'il existe plusieurs générateurs. Il y a les générateurs sonores avec des rotors pneumatiques. C'est ceux qu'on raccorde en fait au raccord turbine. Ils font un mouvement circulaire. Donc finalement, il y a un contact très faible avec la dent, donc une efficacité qui est moindre. Et puis, on a également des générateurs ensuite ultrasonores à champ magnétique ou piézoélectrique. Sur les champs magnétiques, vous pouvez voir qu'on a un mouvement d'oscillation elliptique et du coup, même si on a un petit peu plus de contact dentaire, on reste toujours un petit peu dans la configuration initiale. Donc moi, personnellement, je choisis les générateurs avec un transducteur piézoélectrique qui ont un mouvement linéaire et qui vont optimiser finalement l'utilisation finalement d'élimination du tartre. Ensuite, il faut choisir ses inserts. Il faut savoir que nos inserts ne sont actifs que sur les 2 derniers millimètres. Donc, ça ne sert à rien d'aller prendre un insert et de le plaquer contre la dent. On ne sera pas efficace et on ne travaille pas avec la pointe. En sous-gingival, il faut privilégier des inserts fins. Après, il existe plusieurs modèles. Vous avez le PS de chez EMS, vous avez le H3 ou le H4 de chez Actéon. L'essentiel, c'est de trouver l'instrument qui vous correspond le mieux. Moi, je jongle un petit peu avec les deux. J'utilise de plus en plus le H3 quasi systématiquement sur mes surfaçages et le PS sur mes maintenances. Le tout, c'est de privilégier une forme adaptée au site que l'on va traiter. Et quand on a par exemple des zones avec des furcations, eh bien, il vaut mieux prendre un modèle de type H3, H4. Qu'en est-il de l'instrumentation manuelle? Alors avant, on parlait de curetage. Aujourd'hui, on utilise beaucoup moins l'instrumentation manuelle parce qu'on a du matériel justement ultrasonique beaucoup plus performant qui génère des phénomènes de cavitation, donc une réaction déjà de décontamination. Les curettes restent quand même un outil très agressif. Elles tentent à éliminer le sément, ce qui augmente l'hypersensibilité dentinaire. Si vous regardez parfois chez certains patients âgés, au niveau des incisives, on peut voir une espèce de forme en entonnoir au niveau des racines, parce qu'à force de gratter, on a usé un petit peu la racine. Alors néanmoins, il m'arrive d'utiliser quand même de temps en temps mes curettes pour ramasser le tissu de granulation résiduelle en seconde
intention. Quand j'ai des zones qui sont vraiment très profondes, très infectées, ça me permet aussi de ramasser des fois des blocs de tarte qui restent bloqués en dessous. Donc, j'en ai toujours sur mon plateau, mais je ne m'en sers plus pour surfacer les racines. Alors, comment on utilise son instrumentation? Une fois qu'on a choisi notre pièce à main et notre insert, il faut savoir que c'est l'insert qui vibre. Donc, ça ne sert à rien d'appuyer. Si on appuie, de toutes les façons, le mouvement va s'arrêter ou alors on va faire mal au patient. Il y a des praticiens qui parfois appuient. Et donc, c'est douloureux pour le patient. Donc, il ne faut pas oublier que l'insert, ça se tient comme une plume. C'est léger, en fait. Il faut exercer vraiment une pression très, très légère. Et moi, j'aime bien dire que la pièce à main se tient vraiment comme un stylo. On positionne l'insert à la jonction tartre-dent. Si on veut que ça se décolle, en fait, il faut casser cette jonction. Et on a souvent des blocs de tarte qui se décollent d'un coup. Il ne faut pas se positionner au-dessus et de façon tangentielle sur le tartre parce qu'on va mettre vraiment beaucoup plus de temps à éliminer le tartre. On ne travaille jamais avec la pointe de l'insert, ce que j'ai dit tout à l'heure, et on balade un petit peu notre insert, on fait un mouvement de balayage. Alors, parfois, on peut être amené à faire un mouvement de martèlement, mais avec un mouvement de balayage, on arrive quand même à pas mal éliminer le tartre. Ensuite, il faut régler correctement son irrigation si on veut avoir un effet de cavitation. L'effet de cavitation, c'est ce qui va nous permettre d'avoir cet effet antibactérien. Ensuite, on va agir sur les facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque sur lesquels on peut agir directement. Il ne faut pas hésiter à aller éliminer les restaurations débordantes lorsqu'elles sont flagrantes. Par exemple, ici, vous voyez, on a quand même des restaurations très, très débordantes qui ne se voyaient pas initialement et qui, du coup, compliquent un petit peu l'accès au brossage. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre une phrase et aller polir tout ça. On peut en profiter, alors je sors un petit peu, mais on en profite pour agir sur les facteurs de risque généraux également, puisque c'est notre rôle de conseiller le patient et de l'accompagner. Je l'avais dit déjà tout à l'heure, les patients fumeurs peuvent consulter un tabacologue, un hypnothérapeute. Bien sûr, il faut qu'ils soient prêts. De toutes les manières, s'ils ne sont pas prêts, ça ne marchera pas. Mais il ne faut pas hésiter à leur rappeler, à rabâcher, et surtout à leur donner les contacts et les informations nécessaires pour qu'ils puissent au moins faire une première démarche. Pour ce qui est du stress, de l'alimentation, des pathologies chroniques, c'est pareil, il ne faut pas hésiter à les conseiller. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais ce sont des éléments très importants pour le succès de notre traitement. On peut compléter notre débridement par l'utilisation d'adjuvants. Par exemple, ici, vous avez un ostéotenseur qui permet d'obtenir une stimulation ostéogénique. Quand on a des lésions parodontales infraosseuses qui sont assez profondes, on peut procéder à des petits points d'impact à travers la gencive et on génère une stimulation ostéogénique. On peut également utiliser des lasers. Alors moi, j'utilise le laser diode de façon maintenant systématique à la fin de tous mes traitements avec le protocole de la PDT sans colorant développé par le docteur Gérard Rey. On peut être amené à prescrire des antibiotiques. Alors, aujourd'hui, avec ces problèmes d'antibiorésistance, c'est quand même quelque chose, la prescription à laquelle il faut faire vraiment attention. Il faut bien réfléchir à l'indication. On ne systématise pas les prescriptions d'antibiotiques. Ça m'arrive encore, bien sûr, de prescrire des antibiotiques lorsque j'ai des mobilités importantes avec des suppurations quasi généralisées. Mais nos traitements sont quand même vraiment très efficaces. On a parlé de l'effet des contaminants de la cavitation. On a aussi un effet décontaminant des lasers lorsqu'on en a. Donc, avant de se jeter sur une prescription, on va déjà essayer d'avoir un résultat avec les techniques conventionnelles. On peut avoir recours également aux antiseptiques. Donc, pareil, ça, on utilise de moins en moins puisqu'en fait, on a des effets antiseptiques autres. Alors, moi, j'utilise l'eau oxygénée dans le cadre de mon traitement laser assisté puisqu'en fait, il se fait avec de l'eau oxygénée. Et j'utilise de la bétadine. En début de traitement, j'irrigue toujours à la bétadine pour décontaminer la bouche et j'en mets dans les sillons. Mais je ne compte pas dessus pour décontaminer mes poches. Alors maintenant, on va essayer d'illustrer tout ça à travers des cas cliniques. Et le premier cas, ça va être Grégory. Alors Grégory, c'est un jeune homme en bonne santé, il n'est pas fumeur,
mais il se présente avec une mobilité terminale de la quasi-totalité de ses dents, ce que j'appelle des touches de piano. Hein. En bas, on peut voir qu'on a le tartre qui est carrément cassé, hein, et il présente une alvéolise sévère. Donc Grégory, sa praticienne, me l'a adressée parce que elle n'arrivait plus à avancer avec lui, étant donné la quantité de tartre qu'il présentait. Mais Grégory est motivé. Donc, à la première séance, du coup, au moment de la thérapeutique étiologique, je fais mon sondage. On voit qu'on a beaucoup de poches de 10 mm, 9 mm, des mobilités 3 partout. L'inflammation était très importante. Là, pour le coup, j'ai essayé d'anesthésier, mais j'ai eu un silence opératoire très difficile, patient un peu stressé. Il était phobique. Hein. S'il en est arrivé là, c'est parce que justement, il appréhendait un petit peu. Donc, on était face à une parodontite chronique généralisée, sévère, de stade 4, grade C. Alors voilà comment j'ai terminé la séance. Donc j'ai fait des contentions parce que là les dents bougeaient tellement que de toutes les manières je n'aurais pas pu les débrider. Donc j'ai fait les contentions en début de séance, haut et bas, et j'ai terminé le traitement au laser, d'où l'aspect un petit peu blanchâtre que l'on peut observer du fait de la présence de l'oxygéné. Donc voilà comment se termine Grégory à la fin de la thérapeutique étiologique. Nous verrons la suite tout à l'heure. Ensuite, on a Emma, donc Emma qui est assez jeune, qui présente une bonne grosse gingivite. Hein. Elle se présente comme ça au départ. Mais quand on regarde sa radiographie, eh bien, on a un niveau osseux qui est encore assez correct. Donc, je fais le débridement et à la fin de l'assainissement, on se retrouve comme ça, avec cette hypertrophie qui est très importante. Et là, je me dis, elle ne va pas réussir à brosser. Je ne vais pas la laisser comme ça, je vais quand même faire quelque chose de plus. Et j'ai procédé à la gingivectomie directement pendant la séance. Ce n'était pas prévu, mais je l'ai quand même fait. Et l'avantage du laser, c'est que justement, du coup, j'ai pu le faire de façon assez rapide et cautériser les bords gingivaux de façon à ce que ce ne soit pas douloureux pour la patiente. Troisième cas, Bernard. Donc là, Bernard, il avait une paro généralisée, hein, mais on va surtout s'intéresser à sa 21. Donc la 21 est suppurée, elle a une mobilité 3, elle présentait un petit trauma occlusal. En plus, le patient, il se ronge les ongles. Mais il était très motivé pour conserver sa dent. Alors, lorsque je l'ai vu au début, je me suis dit, bon, cette dent, elle est limite. Est-ce qu'on l'extrait, on met un implant? Est-ce qu'on tente quand même de la conserver? J'ai fait le débridement, laser assisté. J'ai quand même fait une prescription dans ce cas. Et nous verrons la suite tout à l'heure. Nous avons Romain. Pardon. Donc Romain, pareil, sa praticienne me l'envoie pour la 42. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cette 42? Elle est quasiment elle est en mobilité terminale, suppurée. À la radio, on n'a plus du tout d'ancrage. On est tenté de faire l'endo, mais le test de vitalité est quand même positif. Et il y avait un trauma occlusal. Donc j'ai fait une équilibration, bien sûr, un débridement, laser assisté. Et là, j'ai mis des petits points de superbonde pour coller la dent, pour l'immobiliser, pour pouvoir espérer une cicatrisation. Je n'ai pas fait de prescription dans ce cas. Et puis tous ces patients, je les ai revus en réévaluation. Donc, lors de la réévaluation, je refais un bilan complet. Donc, je recueille les impressions des patients. Est-ce que le traitement a été efficace? Est-ce que du coup, ils se sentent mieux? Est-ce qu'ils saignent moins? Est-ce que c'est difficile? Parfois, il y a des patients qui disent qu'ils ne sentent pas de différence. Hein. Donc, ce sont des patients qui seront difficiles à suivre parce qu'ils ne voient pas le moment où ils basculent. Hein. Donc, c'est important de savoir vraiment ce qu'ils ressentent. Je vérifie du coup l'hygiène bucco-dentaire et la qualité du contrôle de plaque. Et je reprends le sondage à la recherche de poches résiduelles supérieures à 4 mm. Et donc là, on revoit notre Grégory. Et Grégory, il se présente comme ça à la réévaluation. Grosse déception. Pour moi, c'était très insuffisant. Mais Grégory était quand même motivé. Alors, je ne l'ai pas lâché, on a revu un petit peu. Et avec un suivi régulier tous les 4 mois, depuis 4 ans, voilà comment il est aujourd'hui. Donc, je me dis que ça valait quand même vraiment le coup de motiver Grégory. Emma, elle se présente comme ça à la réévaluation. Donc, il y a de la plaque sur les faces vestibulaires.
pareil, c'est désolant, c'est frustrant. Donc, je vous ai mis les cas un peu désolants, hein, parce que je trouve que c'est plus intéressant de discuter de ces cas-là. Et donc, Emma, je lui ai fait des séances d'enseignement à l'hygiène avec mon assistante. Donc, elle a été revue à 3 reprises. Et puis, j'ai fini par la détartrer à la dernière séance un petit peu. Et voilà ce qu'on a obtenu. Donc, on a quand même une gencive qui est beaucoup plus jolie, mais on voit que la gencive est quand même fine, qu'elle est fragile. Donc, elle risque quand même de récidiver si son contrôle de plaque n'est pas parfait. Donc, je lui avais prescrit du dentifrice Elgidium éducatif en guise de révélateur de plaque pour pouvoir l'aider vraiment dans son brossage au quotidien. Et comme elle a joué le jeu, on a pu obtenir un résultat à peu près satisfaisant. Ensuite, Bernard. Alors Bernard, vous vous souvenez, il avait une lésion angulaire en mésiale de la 21. Quand il vient à la réévaluation, la poche a été assez réduite et on n'a plus de suppuration. Donc, on est sur un pronostic plutôt favorable. Du coup, j'ai repris le débridement, j'ai complété. Et 6 mois plus tard, on se retrouve avec une disparition totale des poches et une régénération osseuse non chirurgicale en 9 mois. Donc au départ, j'étais partie sur l'idée de faire une chirurgie, puis finalement, le temps qu'ils réfléchissent, qu'ils se décident à valider mon devis, on a obtenu ça. Donc finalement, c'était vraiment une très très belle surprise, à la fois pour moi et pour lui. Et Romain, qu'en est-il de Romain? Eh bien Romain, c'est pareil. 3 mois après le surfaçage, il revient avec une fermeture complète des poches. Quand même des poches qui étaient à peu près à 12 mm, parce que la dent était quasiment dans le vide. On a disparition de la suppuration et on a une très très belle régénération osseuse. Donc c'est très encourageant quand on voit ce genre de résultats. Et voilà 1 an post-débridement. Alors il faut faire attention, hein, on voit bien le gain que l'on a obtenu suite à l'assainissement, mais on a quand même une zone de fragilité ici parce que le contrôle de plaque n'était pas parfait. Donc, en résumé, on ne se jette pas sur le davier ou le bistouri, puisque les outils à notre disposition nous permettent d'être beaucoup plus efficaces, même sans chirurgie. Puisqu'aujourd'hui, on a de plus en plus une approche minimally invasive qu'il faut privilégier. Mais parfois, on n'a pas le choix et il faut passer à la thérapeutique chirurgicale. Donc, la chirurgie d'assainissement, elle peut être avec ou sans comblement. Et moi, personnellement, je la réserve aux situations réfractaires qui ne cèdent pas à la thérapeutique étiologique. Donc, ça va consister à lever un lambeau pour une meilleure accessibilité et une visibilité et à procéder à un débridement mécanique approfondi qui peut se faire d'abord aux ultrasons. Donc là, pour le coup, moi, j'utilise quand même un petit peu les curettes. On peut s'aider d'outils complémentaires comme les lasers, tels que le laser Erbium-YAG pour le débridement et le laser diode pour la décontamination. Mais on peut faire sans. Pendant longtemps, j'ai travaillé sans laser et ça fonctionnait quand même. Alors, on va voir déjà le premier cas d'assainissement sans comblement. Donc là, c'est Agnès. Agnès, c'est une patiente polyallergique, très difficile à prendre en charge de ce fait. Et elle avait une suppuration sur sa 11. Sa 11 était déjà collée par le biais d'une contention lorsqu'elle était venue me voir. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai réalisé. Et elle est très conservatrice. Elle voulait absolument conserver sa dent. Alors, j'ai réfléchi longtemps parce que je pouvais pas il y avait beaucoup de choses que je ne pouvais pas utiliser chez elle puisque du coup, avec ses allergies, c'était compliqué. Je lui ai prescrit des tests allergiques. Il s'est avéré que qu'elle était positive à tout et à rien. Donc, on s'est quand même lancé au bout d'un moment parce que sinon, on risquait de perdre la dent. Et au moment du débridement, une fois l'éviction du tissu de granulation, on se retrouve avec une racine quand même très courte au final. Et je l'ai un petit peu raccourcie puisque j'ai coupé l'apex après. 4 mois post-opératoire, on obtient un résultat qui est très satisfaisant. Au bout d'1 an, on est toujours stable. Alors là, on voit un petit peu la zone du sulcus parce que je venais de passer. Hein. Et du coup, la patiente voulait, elle complexait un petit peu par rapport à cette récession, hein, bien qu'elle n'ait pas du tout un sourire gingival. Donc, je lui ai proposé de faire une petite greffe de renfort pour pouvoir améliorer l'environnement de cette dent. Et donc, avec une greffe de conjonctif en fluide, on obtient ça au bout d'1 an.
Donc, ce n'est pas hyper joli, mais on a quelque chose quand même qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus qualitatif. La patiente a un sourire non gingival, donc on ne voit pas du tout cette zone-là. Et la dent est toujours en place et asymptomatique. Alors, l'intérêt de ce genre de chirurgie avec ou sans comblement peut se discuter. Cortellini avait fait une étude en 2011 où il comparait les résultats des régénérations tissulaires contre le fait d'extraire les dents et de les remplacer soit par des implants, soit par des bridges. Et il s'était avéré qu'on avait un taux de survie à 5 ans de 92% pour les dents qui avaient été traitées par des régénérations, contre 100% pour les dents qui avaient été extraites et remplacées par des implants. Mais si on regarde le taux de succès sans complications, finalement, on était à peu près équivalent, avec même une légère supériorité des dents traitées par régénération tissulaire guidée. Donc finalement, ça vaut quand même le coup de tenter de sauver nos dents, puisque finalement, on n'est pas sûr de faire beaucoup mieux avec d'autres types de thérapeutiques. Alors là, je vous ai mis un deuxième cas, donc c'est Nadia. Donc Nadia, elle avait une lésion interradiculaire importante au niveau de sa 26. Et elle ne voulait pas l'extraire, hein. Donc du coup, on fait un premier assainissement, comblement, et voilà comment on a récupéré. Donc, je n'ai pas d'autres photos, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, mais c'est un cas qui date de quelques années, et j'avais eu des nouvelles par son praticien. La dent est toujours là. Autre cas d'atteinte de furcation, donc là avec un comblement osseux. À l'époque, je ne mettais pas de membrane, je mettais juste des membranes de PRF, et ça suffisait très largement. Alors là, je vous ai mis un cas un petit peu culotté. Je prends toutes les critiques, il n'y a pas de souci. Donc, Sylvie, elle me consulte, elle est adressée par son praticien pour un avis concernant la mise en place d'une contention en 43 à 42. C'est une patiente qui avait un suivi parodontal de type Charron de longue date. Elle a de nombreux implants en bouche. Elle présente une mobilité 4 de la 43 et de la 35. Mobilité 3 plus même de la 42, c'est suppuré, hein. On peut voir qu'il y a de la suppuration, notamment au niveau de la 43. Les dents sont cratérisées et elle vient pour sa contention. Alors moi, je vous dis, pourquoi voulez-vous conserver ces dents alors que vous avez déjà plein d'implants dans la bouche? Pourquoi ne pas faire 2 implants de plus et être tranquille? Et là, Sylvie, elle me répond, ah non, mais moi, j'en ai marre, hein, qu'on m'enlève mes dents, je veux plus d'implants, je veux sauver mes dents. Ah oui, mais là, moi, je peux pas vous mettre de contention parce que à côté, j'ai des dents qui sont couronnées, le pronostic, il est vraiment très défavorable. Ah oui, mais je suis prête à tout, je suis prête à tout. Bon, alors je lui laisse quand même une chance. Ce sont des interventions que j'ai déjà réalisées, hein, donc du coup, ça peut fonctionner, mais je lui ai bien dit que je ne lui garantissais en aucun cas le succès. Donc voilà comment ça se présente quand on ouvre, hein. Donc on a un tissu de granulation très très important. Donc les endos ont été faites, hein, et puis on se retrouve comme ça avec une dent complètement suspendue qui ne tient que grâce à la petite contention qui a été réalisée quand même par la suite. Donc tout ce qu'on pouvait espérer, c'était récupérer un niveau osseux au niveau de la ligne jaune. Donc j'ai fait une décontamination, bien sûr, laser assistée, un comblement osseux, une régénération avec de l'emdogain, et la mise en place d'une membrane. La totale pour espérer récupérer. À 5 mois post-opératoire, voilà comment on était. Donc bien sûr, de toutes les manières, il était évident qu'on aurait une récession. Et au bout d'1 an et demi, on est comme ça, c'est assez stable, il n'y a pas de poche. Le contrôle de plaque n'est pas parfait, mais il n'y a pas d'inflammation. Donc, l'étape suivante, ça serait de tenter une petite greffe épithélio-conjonctive pour améliorer l'étanchéité au niveau apical. Voilà, c'était un pari risqué, mais on a quand même pu récupérer les dents. Alors, les endos, il y a eu des petites complications, donc elles vont finir par poser souci. Du coup, à un moment donné, il faudra peut-être voir pour les reprendre ou faire une résection apicale. Mais la question ne se posait pas à ce moment-là. Ce qui comptait, c'était déjà d'espérer récupérer ces 2 dents.
Voilà un autre cas avec comblement. Donc, c'était Zaya. Zaya, elle a par contre une bouche qui est plutôt bien saine dans l'ensemble, stabilisée sur le plan parodontal depuis longtemps. Et puis, bah, là, sa 31 qui l'embête, qui est nécrosée depuis longtemps. Et elle a une lésion endoparo. Donc, la lésion s'est quand même développée. La dent était en mobilité 4. Mais la patiente ne veut pas l'extraire. Elle veut absolument tenter de la conserver. Donc, voilà, on a tenté une chirurgie régénératrice. Et la dent est toujours là. On peut améliorer l'environnement avec une greffe gingivale, avec une facette, mais la patiente se sent bien comme ça, donc pour le moment, on maintient. Alors là, vous avez Bernard. Bernard, voilà comment il était en 2018 avec une dent cratérisée. Sa praticienne avait tenté l'endo, mais elle avait perforé, donc du coup, elle était partie pour l'extraire, mais il n'était pas d'accord. Donc Bernard, bah, il vient, il me demande quand même de faire quelque chose. On a fait une chirurgie régénératrice. Donc je lui ai fait l'endo, c'est moi qui l'avais faite à ce moment-là, en 2020. Et voilà comment il est en 2022. Donc 4 ans plus tard, on a quand même conservé la dent. Le problème avec Bernard, c'est qu'il n'a pas une hygiène parfaite, mais c'est dommage parce que ça valait vraiment le coup de conserver un petit peu ce qu'il avait. Le souci, c'est qu'entre-temps, il a rencontré une nouvelle praticienne qui lui a enlevé ses 4 incisives. Donc, on ne pourra pas suivre l'évolution de Bernard. On peut également avoir recours à la chirurgie plastique parodontale pour éliminer les obstacles anatomiques et améliorer le pronostic de notre traitement. Donc, on a parlé d'abord de la chirurgie d'assainissement. Maintenant, on s'intéresse à la plastique. Quand on a des freins labio-traumatiques, il est évident que là, on a une tension importante, que la patiente ne pourra pas nettoyer correctement cette zone. Donc, une petite incision et hop, on a un approfondissement vestibulaire et une très belle gencive en récupération. Donc, il ne faut pas hésiter à compléter finalement son traitement avec quelques actes chirurgicaux. Voilà, pareil, autre frein. On peut également avoir recours à la mucogingivale pour améliorer l'environnement lorsqu'on a une absence de vestibule et de gencives adhérentes. On peut procéder à des greffes épithélio-conjonctives, des greffes de conjonctifs enfouis. On peut épaissir l'environnement gingival. Donc là, je ne rentre pas trop dans le détail, mais ce qu'on veut, c'est renforcer le parodonte pour pérenniser nos dents. On voit ici qu'on a envoyé les racines par transparence, donc c'est couru d'avance que ça finirait par des récessions. Hein. Donc là, avec un petit renfort gingival, on épaissit l'environnement et on améliore notre barrière antibactérienne. Et puis parfois, c'est parce que le patient a une demande esthétique, il ne veut pas avoir de récession. Donc voilà, on peut un petit peu greffer et renforcer et améliorer l'esthétique. Enfin, pour que notre traitement soit complet, eh bien, il faut instaurer une maintenance. La maintenance parodontale, elle est obligatoire. Pour moi, il est inconcevable de proposer un traitement parodontal sans maintenance derrière. Ça permet d'entretenir le travail réalisé pour pérenniser le résultat obtenu, de prévenir la récidive de la maladie parodontale ou périimplantaire et la perte des dents et le développement de nouvelles pathologies dentaires. Parce qu'un patient bien suivi en parodontologie, c'est souvent un patient qui n'a plus beaucoup de problèmes dentaires, voire plus du tout. Alors cette maintenance, elle se déroule de différentes façons. On peut la déléguer au praticien avec lequel on travaille si il pratique un petit peu ce type de soins. Mais sinon, si on fait le traitement initial, idéalement, il faut quand même proposer une thérapeutique de soutien par la suite. Durant ces séances de maintenance, on doit s'assurer que le patient continue de s'investir dans son traitement. Donc, on vérifie le calibrage des brossettes, on vérifie qu'il les utilise toujours, on vérifie l'application de la technique de brossage. Beaucoup de patients, lorsqu'ils viennent en maintenance, me disent « Mais je continue à faire comme vous m'avez dit, docteur. » Et puis, quand on regarde, on se dit « Toi, tu ne fais pas vraiment ce que je t'ai proposé, ce que je t'ai conseillé. » Et donc, quand on lui donne une brosse à dents, ce n'est plus du tout la technique initialement vue ensemble. Donc, il faut répéter, rabâcher. Les patients oublient, ils enregistrent une partie de l'information et ils l'adaptent. Donc, il faut tout le temps revérifier le brossage. Et puis ensuite, on réalise un débridement approfondi et régulier pour améliorer, pour éliminer la plaque, le tartre et puis améliorer l'environnement.
Donc, on voit effectivement le résultat de la maintenance parodontale. On a vu tout à l'heure chez Grégory que cela nous permettait de conserver des dents en pronostic pourtant très réservées initialement. Comme le montre l'étude de Roslino qui montre que 11 ans plus tard, sur des dents qui avaient un pronostic vraiment très réservé, on arrive toujours à les conserver. C'est sûr, c'est pas beau, hein, ce ne sont pas des cas qu'on a envie de publier sur Instagram parce que les dents ne sont pas forcément jolies, mais c'est la réalité et c'est ce que veulent les patients. Ils veulent conserver leur capital dentaire. Une autre étude de Gretz qui montre que le maintien des dents en place au bout de 15 ans de maintenance, on retrouve 88% des dents à pronostic réservé et 60% des dents à mauvais pronostic. C'est quand même énorme comme résultat. C'est très, très encourageant. Et puis, bien sûr, il y a toutes les études d'Axelson et Linde qui montrent que avec une maintenance rigoureuse et régulière, eh bien, on a plus de perte d'attache, en fait. Donc, cette étude sur 257 patients suivis avec une maintenance sur 30 ans a été vraiment très concluante en matière de résultats de la maintenance. Alors, pour conclure tout ça, eh bien, il faut savoir que la première consultation est essentielle pour le succès de notre thérapeutique. Et l'éducation thérapeutique du patient est indispensable. Il est inconcevable qu'un patient quitte notre cabinet sans avoir bénéficié d'un enseignement à l'hygiène bucco-dentaire rigoureux. Si nous ne leur apprenons pas, qui va le faire? Le protocole de prise en charge est très classique. Donc, on commence par une thérapeutique étiologique avec un enseignement à l'hygiène bucco-dentaire, l'assainissement des atteintes localisées, des atteintes plus généralisées. Puis, on procède à une ou plusieurs réévaluations en fonction du résultat obtenu. Si on n'a rien à signaler, eh bien, on passe directement en maintenance. Sinon, on refait un surfaçage sur les zones réfractaires ou alors on prévoit la chirurgie si besoin. La chirurgie, elle peut être d'assainissement avec ou sans comblement ou plastique parodontal pour améliorer l'environnement. Et enfin, la maintenance parodontale. Donc, en gros, on va suivre à chaque fois le gradient thérapeutique si on veut avoir un résultat satisfaisant. Chaque étape du plan de traitement parodontal est indispensable au succès de la thérapeutique. Il ne faut pas sauter les étapes. On va respecter vraiment un rythme très régulier. On insiste sur le caractère chronique de la pathologie. Le patient doit savoir que sa maladie, il l'a à vie, donc il faut qu'il continue de se faire suivre. La thérapeutique étiologique, c'est la base de notre traitement et souvent, elle suffit à elle seule dans la majorité des cas. L'acte chirurgical ne doit pas être envisagé d'emblée. Vous avez vu tout à l'heure, je l'avais envisagé trop tôt et finalement, ce n'était pas nécessaire. Il doit nous permettre de compléter et de parfaire notre traitement. Et le maître mot pour un traitement réussi, c'est la persévérance au carré, la persévérance du patient, mais surtout la nôtre, parce qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Je vous remercie de votre attention. Merci Kenza pour cette présentation. Du coup, on a quand même quelques petites questions qui subviennent et qui sont arrivées tout au long de la présentation. On a une question de Rémi Baud qui nous demande, qu'il en profite, voyant le Waterpeak sur votre bureau, voir quels sont les résultats par rapport à ces éléments et voir ce que vous en pensez par rapport aux résultats sur des brossettes. Alors, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment d'études de supériorité ou d'efficacité réelle du jet dentaire et du Waterpik, pareil. Pour moi, c'est un gadget. Je pense qu'il vaut mieux passer sur les brossettes. Après, je n'ai pas de recul, je ne l'ai jamais testé, donc je ne peux pas dire réellement. Il vaut mieux privilégier quand même les brossettes traditionnelles. Il demande également comment convaincre les patients pour faire le traitement parodontal et de s'engager dans un plan de traitement, surtout quand il n'y a pas de mobilité. Et que là, cet accessoire seulement initial, surtout avec les prix remboursement absents de la sécurité sociale qui peuvent entraîner plus d'un. Est-ce que vous avez une recette miracle pour convertir les patients sur cet ensemble? Alors, c'est tout le travail de la consultation, en fait. C'est toute cette communication avec les explications. C'est pas parce que les dents ne bougent pas qu'on n'a pas d'autres signes. Il ne faut pas hésiter à montrer aux patients, déjà, si on voit une alvéolise, c'est très bien.
C'est vrai que tous les patients n'ont pas forcément des alvéolis très marqués, hein, mais si déjà on a un élément radiologique qui nous permet de communiquer, eh bien, il faut s'en servir pour lui expliquer. C'est quelque chose qui lui appartient. La radiographie c'est sa propre radiographie, donc ça va lui parler forcément. Ne pas hésiter à lui montrer que sa gencive est inflammatoire. Par exemple, si on a des zones un petit peu plus saines et par rapport à d'autres, il faut lui montrer que sa gencive est peut-être un petit peu plus rouge, peut-être utiliser des photos aussi, et puis lui expliquer l'impact sur le plan général également. Après, il n'y a pas de recette miracle à part la communication. La communication, c'est vraiment la clé de tout, et la patience au niveau de l'explication, des explications. Je ne sais pas si Le ça côté, satisfait au niveau de la le côté réponse. Mais... zen, le côté zen de l'explicatif, du coup, va pouvoir permettre de convaincre un peu En plus. fait, il faut qu'il comprenne. Si le patient n'a pas compris, il ne fera pas. Voilà, il n'y a pas de secret. Donc, il faut prendre le temps de lui expliquer. Il y a des patients qui comprennent tout de suite. Et puis, il y en a d'autres, il faut plus de temps. En général, honnêtement, en prenant vraiment le temps des explications, les patients, ils comprennent et ils suivent. Après, parfois, ils ne suivent pas pour raisons financières. Mais c'est rarement parce qu'ils ne sont pas convaincus du besoin. Bon, ok, merci pour cette réponse. On a Sophie Boily aussi qui nous demande comment se procurer les modèles de démonstration que vous avez montrés sur la partie signal. Vous avez montré en image au début de la conférence. Alors, à l'époque, quand j'ai commencé, Signal nous envoyait des modèles, donc c'était très pratique et je les avais gardés. Vous pouvez les trouver sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur Amazon par exemple ou sur AliExpress. Ils sont un petit peu moins qualitatifs, mais vous pouvez les trouver. Après, il y a aussi des boîtes qui les vendent. Je crois que c'était la boîte de Krinex qui vend des modèles. Bon, moi, je les trouve un peu chers. Je pense que sur Amazon et AliExpress, on trouve des modèles très accessibles pour démarrer. Et après, si vous voulez peaufiner, vous pouvez regarder un petit peu ailleurs. On a une nouvelle question de Rémi Baud qui nous demande comment vous gérez l'halitose. Certains patients se plaignent parfois, en plus du brossage brossette, gratte-langue ou bain de bouche, en interrogation. Non. La litose, elle vient souvent du fait qu'il y a des bactéries dans la bouche. Donc, le brossage, le brossage, le brossage. Voilà. Et le Pas brossage. d'accessoires. Et le brossage et les brossettes. Il n'y a pas de secret. Un bon brossage. En fait, la litose vient souvent de la présence de bactéries et du sang. Ce mélange en fait avec le sang, ça donne vraiment une odeur très très spécifique. Et quand on montre vraiment bien le brossage au patient, quand il l'applique très très vite tout seul, il vous dit je me sens mieux, j'ai une meilleure haleine, j'ai plus besoin d'utiliser mon Alita. Voilà. Moi, je suis pour le fait de laisser l'organisme travailler tout seul plutôt que de toujours rechercher des caches-misères comme les bains de bouche. Parce que finalement, ils vont faire des bains de bouche et puis ils vont pas s'attaquer à l'essentiel. Et puis les bains de bouche, on a vu tout à l'heure qu'il fallait pas les systématiser. Voilà. Donc le brossage. On a une question de Sophie Boily aussi qui nous demande comment vous cotez la maintenance parodontale qui est en nomenclature et donc souvent pas remboursée par les mutuelles. Comment Alors, c'est j'ai décidé deux catégories, deux catégories d'actes de maintenance parodontale. Moi, je compte une réévaluation parodontale. Donc, la réévaluation parodontale, c'est un bilan. Je fais toujours un sondage. Et donc, c'est le code HBQD 001, c'est le code du bilan. Donc, il est coté, il est pris en compte par certaines mutuelles. En termes de tarification, moi, je le facture 140 euros. Et quand les patients vont bien, qui jouent le jeu, qu'ils ont un petit peu moins d'inflammation, soit j'espace beaucoup les séances, donc ils y ont moins recours, soit ils passent parfois par des séances qu'on appelle séances de maintenance dans mon cabinet, donc ce ne sont plus des réévaluations, mais qui sont codées NPC, non codées, donc il n'y a pas de code pour ça, donc ça c'est un peu embêtant. C'est quelque chose que j'avais récupéré d'une consoeur dont j'ai pris la suite, et je les facture 80 euros plus le détartrage. Voilà. Après, ça permet du coup de passer un acte un petit peu plus, un peu moins cher. On est en dessous de la barre symbolique des 100 euros. Et le patient a quand même un travail satisfaisant et nous, on s'y retrouve aussi. Donc finalement, ça fait à peu près 112 euros, il me semble, au total. Mais bon, moi, je le fais beaucoup moins. Ce sont
C'est mes collègues au cabinet qui le font surtout. On essaie de le faire de moins en moins. J'estime que si le patient s'est investi dans le plan de traitement, il reste sur ses réévaluations et il est récompensé par le fait d'espacer les séances. Mais voilà comment je tarifie Ok. et comment je Il y a pas cote. mal de questions du coup sur les cotations et c'est vrai qu'on nous demande aussi comment coter une séance d'éducation thérapeutique. C'est des choses qui sont un peu particulières et ça, pas forcément nomenclaturé au niveau de la sécurité sociale, j'imagine. Alors, moi, je ne cote pas ma séance d'enseignement à l'hygiène bucco-dentaire à part. Je la cote, elle fait partie de ma séance de bilan ou de réévaluation. Ça m'arrive parfois aussi de faire des séances complémentaires à tort gratuitement, mais on peut la coter, on peut créer un acte, mais du coup, ça sera un acte non codé, NPC. Je ne connais pas de codification pour l'enseignement à l'hygiène bucco-dentaire. Il me semble qu'il existait quelque chose il y a quelques années et je pense que ça a été supprimé. À l'occasion, s'il y en a qui sont intéressés, je regarderai un peu plus la nomenclature pour vous dire, mais c'est vrai que je ne le code pas en séparé. J'estime que ça fait partie de mon acte global. Allez, une petite dernière question. Où est-ce qu'on peut se procurer ce magnifique déguisement dedans sur la dernière diapo de votre présentation? Parce que il y en a certains qui sont Ah, c'est friands en du prochain Belgique. décembre déguisé et je pense qu'ils aimeraient tous avoir cette belle dent avec le sourire. Est-ce que vous avez l'idée d'où on peut la trouver, celle-ci? Il faut aller faire un petit tour en Belgique, à Anvers. Ok, C'était allez, au c'est congrès noté. de l'EFP. Bon, en tout cas, voilà l'ensemble des questions que l'on avait. Je vous invite peut-être pour les participants à rallumer peut-être vos micros si vous souhaitez poser vos questions en direct à certains, enfin à certains, au docteur Saditière qui aura les meilleures réponses à vous apporter. Nous, on va peut-être vous dire des bêtises à côté. S'il y a des questions, c'est le moment. N'hésitez surtout pas. Est-ce qu'on a quelque chose? Rien du tout. Vous avez des remerciements en tout cas de pas mal de monde qui vous remercie pour la conférence. C'est moi qui vous remercie d'être là. En tout cas, j'espère vous avoir apporté quelque chose. Si vous avez des questions subsidiaires, n'hésitez pas à me joindre par mail. Jocelyn pourra vous communiquer. Ouais, bah, je peux peut-être déjà la donner si les gens ont quoi noter. C'est Saadi, SAADI, point, pardon, THIERS, @gmail.com pour pouvoir joindre le docteur en direct et de manière à pouvoir avoir ses réponses. Alors, on ne va pas tout de suite, parce que vous pensez bien qu'elle a des soins, des choses comme ça, mais je la connais suffisamment rigoureuse pour pouvoir vous répondre en temps normal des choses. Merci. Sur N'hésitez ces pas. bonnes paroles, je vais vous laisser profiter de votre soirée. Merci à tous de nous avoir suivis en tout cas. Et puis je vous dis à tous à très bientôt pour de nouvelles aventures autour de l'implantologie, de la parodontie éventuellement. Et d'autres sujets toujours plus intéressants les uns que les autres. Je remercie encore le docteur Sadi Tiart pour cette belle présentation. Et je vous souhaite à tous une très belle soirée. Au plaisir de vous revoir. Merci. Au revoir Au à tous. revoir. Merci Kenza. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.